Bonjour et bienvenue pour ce webinaire du programme EVE centré sur le label Fred 21, un label du dispositif Fred 21 destiné éco-responsable. Je suis Pierre Lupoglazov, chef de projet EVE à l'ADEME, et je serai accompagné pour ce webinaire de Marlène Fine, référente technique Fred 21 à EcoCO2, et de Sophie Chapelier, chargée de projet Fred 21 à l'AUTF. Je donne la parole à Marlène pour les informations pratiques. Bonjour à tous. Donc, effectivement, quelques informations pratiques. Vous avez en principe un bouton aide qui vous permet de répondre aux petits soucis que vous pourriez rencontrer. Vous avez aussi un chat que vous pouvez utiliser. On a des personnes de notre équipe derrière qui sont là pour vous répondre. Vous pouvez télécharger le support de la conférence en cliquant sur le petit bouton nuage si vous voulez l'avoir en parallèle sous les yeux et le récupérer. Et le replay vous sera de toute façon envoyé par mail et il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Pendant tout le webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions qui est à droite de votre écran et vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes d'adresser. Et en fin de webinaire, vous avez un petit sondage également qui peut nous aider à nous améliorer. Merci beaucoup. Merci Marlène. Alors, le programme des réjouissances pour ce webinaire sur le label Fred 21. J'ouvrirai le feu en vous présentant ce qu'est le label Fred 21. Pour suivre, Marlène développera les aspects liés aux exigences et critères du label. Et enfin, Sophie vous développera les étapes de labellisation. Donc, cette première phase durera à peu près 45 minutes et à l'issue de ces 3 parties, vous aurez une session de dialogue et de questions-réponses sur notre label Fred 21. Alors, qu'est-ce que le label Fred 21? Alors, ce label est un label du dispositif rattaché au dispositif EVE et on peut considérer que le label Fred 21 est le pendant à la maille des chargeurs éco-responsables du label qui existe déjà chez les transporteurs, un label qui a été lancé en 2016, le label Objectif CO2. Donc il y a une sorte de réciprocité et d'équilibre au sein de EVE. EVE a aujourd'hui 2 labels, un label historique pour les transporteurs éco-responsables et un nouveau label lancé en octobre 2022 pour les chargeurs éco-responsables. Donc, ce label Fred 21 s'adresse aux chargeurs, c'est-à-dire à toute entreprise qui fabrique et ou distribue un produit et qui achète du transport en tant que donneur d'ordre. Donc, comme je vous l'ai précisé, le label Fred 21 est un label du programme EVE et il complète Objectif CO2 qui, lui, valorise les transporteurs ayant la meilleure performance environnementale. Donc, un label miroir à celui des transporteurs. Alors, si on zoome sur le dispositif Fred 21, ce qui existait déjà dans Fred 21, c'est l'engagement volontaire. C'est l'engagement à la main de l'entreprise qui décide de mener des actions proactives en matière d'environnement sur sa logistique. L'engagement volontaire, donc par l'engagement volontaire, une entreprise qui s'inscrit dans le programme Fred 21 bénéficie d'un accompagnement sur mesure réalisé par EcoCO2
Elle, bénéficie d'une méthodologie approuvée et validée par l'ADEME, et elle dispose d'outils opérationnels adaptés à, sa configuration et à ses problématiques logistiques. Avec le label, en fait, on peut considérer que, nous allons plus loin, que nous franchissons un cap puisque, ce, label, valorise un haut niveau de performance environnementale. Les exigences sont définies, heu, a, priori, et ces exigences sont, donc définies dans le cahier des charges du label. Elles sont auditées par un expert indépendant. Heu et bien entendu, une fois que l'expert indépendant a, statué sur la performance éco-responsable du chargeur, le rapport d'audit est soumis à un comité de, labellisation, hem, des porteurs du programme EVE et du dispositif RED 21, mais aussi, donc de l'ADEME et aussi du gouvernement représenté, par le ministère, de, la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère des Transports. Donc un label, audité par des experts et des auditeurs indépendants et un comité de labellisation qui, prononce la labellisation de l'entreprise en partant, du rapport, d'audit réalisé. Donc, la grosse différence avec l'engagement volontaire, c'est qu'avec le label, on a une performance qui est définie et auditée par une tierce partie indépendante et ensuite reconnue par un comité de labellisation. Ce label, reconnu, je viens de le dire, il est, fondé sur des critères objectifs et il permet, via l'audit de ces critères, d'attester d'une performance. Il faut aussi considérer que, le label, sur la chaîne logistique du chargeur, il ne porte pas sur, des éléments de fabrication, ni sur le stockage, et il n'intègre pas, l'utilisation du produit. Il est plutôt centré sur la chaîne logistique, transport du chargeur. Voilà pour le périmètre. Donc on va s'intéresser au flux. Enfin, ce label, il est, matérialisé par un logo, spécifique qui, reprend l'identité visuelle des logos, de EVE, donc le logo, label Objectif CO2 les transporteurs s'engagent, et également, donc ici le label Fred 21 avec, en signalétique, vous le voyez sur l'écran, des palettes et également figure la période de validité, du label. Ici pour les primo labellisés, 2022, 2025, parce que le label est valable 3 ans. Donc il est porté et reconnu par ce logo, et tous les ans, on vérifie, donc que la performance est, maintenue pour le chargeur qui bénéficie du label. Donc un label, borné dans le temps et valable 3 ans, pour les premiers labellisés jusqu'en 2025. Alors justement, les premières entreprises labellisées, vous les avez à l'écran, et ce que vous pouvez constater, c'est qu'effectivement, ces entreprises, elles sont, d'univers différents et de taille aussi différente. Donc pour, les primo labellisés, il y a eu un travail, de près de 1 an, et 6 mois, 1 an pour bâtir le référentiel et 6 mois d'expérimentation, pour, bien calibrer
les exigences du label. Les entreprises représentatives qui sont à l'écran, les primo-labellisées, ont été sélectionnées pour que l'on ait représenté des grandes entreprises ou des groupes, des PME et des petites entreprises. Notre idée avec le label Fred 21, c'est aussi de considérer que ce label peut être opposable à toute entreprise, quelle que soit sa taille, sous couvert évidemment de respecter un certain nombre de critères d'éligibilité qui vont vous être présentés. Voilà ce que je peux vous dire sur ces primo-labellisés. Beaucoup de secteurs représentés et des tailles d'entreprises différentes, de la PME au grand groupe. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Marlène qui va vous rentrer plus dans le détail sur les exigences et les critères du label. À toi Marlène. Merci Pierre, merci beaucoup. J'en profite pour signaler, je vois qu'il y a des questions qui apparaissent dans la rubrique chat et n'hésitez pas plutôt à les saisir dans la rubrique questions. Comme ça, vous pourrez, ceux qui n'ont pas forcément posé de questions, noter les questions qui vous intéressent le plus et elles seront mieux visibles par nos modérateurs et on les reprendra également à la fin. Donc, rentrons maintenant effectivement sur la partie exigences et critères du référentiel de ce nouveau label. Avant de vous présenter concrètement quels vont être les critères de notation qu'on a définis, on souhaitait partager les principaux défis méthodologiques sur lesquels on a travaillé. Comme le disait Pierre Lupo-Glazov pendant, on va dire, plus ou moins les 12 derniers mois, avec une expérimentation qui a impliqué les entreprises qu'on vous a mentionnées juste avant. Donc, on a travaillé dans un cadre méthodologique un peu contraint parce que, comme vous l'avez déjà en tête, étant donné qu'on voit dans les connectés aujourd'hui à ce webinaire, beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées dans Fred 21, vous savez que vous avez des engagements en termes de réduction d'émissions qui sont diverses parce que, en tant que chargeur, en tant que donneur d'ordre, vous avez des contraintes logistiques diverses. Donc, vous n'avez pas choisi d'adopter pour réduire votre empreinte carbone les mêmes leviers. Et c'est un des défis qu'on a rencontré quand on a construit le référentiel de ce label, Fred 21. Il s'agissait de trouver des critères qui vont être communs, qui vont pouvoir devenir communs à tout secteur d'activité. Comme le disait Pierre juste avant, hein, vous avez vu qu'on a déjà expérimenté le label avec des entreprises de plusieurs secteurs. Donc à la fois matcher avec les contraintes de tous les secteurs d'activité, mais aussi pouvoir être applicable pour les grandes, pour les petites entreprises, TPE ou PME. Donc, on a choisi, du coup, on a réfléchi autour de ça et on a choisi de venir évaluer principalement les pratiques, principalement les actions déployées. Et on a choisi, vous allez le voir, des pratiques qui sont applicables dans tous les domaines et pour toute taille d'entreprise, avec un système de notation qui va permettre de valoriser des pratiques qui sont peut-être plus adaptées à un secteur d'activité qu'à un autre. Et ça, je vous l'illustrerai par la suite. Donc, il s'agissait premièrement d'évaluer plutôt des pratiques et également plutôt que des données chiffrées, puisqu'il est difficile, étant donné que vous n'avez pas, en tant que donneur d'ordre également, les mêmes données disponibles pour mesurer votre performance GES, et puis que ces données sont plutôt de moins bonne qualité chez un chargeur que chez un transporteur. Ce qu'on s'est dit, le premier point, c'est de se dire on va d'abord évaluer plutôt des pratiques plutôt que des données chiffrées. Donc ça, c'était le premier point structurant. Mais il fallait aussi que ces pratiques, elles soient encadrées, comme je le disais tout à l'heure, par des critères objectifs universels. Et ça, on pense qu'on y est quand même parvenu. Et pour aboutir, comme je le disais, à un référentiel transsectoriel, tout en gardant à l'esprit qu'on a voulu un label ambitieux, avec du coup, on va dire des pratiques minimum ambitieuses, mais réalistes, bien sûr. Bon, ce qu'on ne veut pas, c'est quand même vous décourager, on veut vous aider à mettre la barre haute, mais rester sur des pratiques réalistes.
Donc, pour travailler avec ces contraintes, on s'est appuyé, comme Pierre Lopoglazov le mentionnait juste avant, sur le retour d'expérience assez fort et solide du label Objectif CO2, qui lui existe depuis 2016, qui a nourri évidemment la réflexion sur la construction de ce label chargeur. Et puis, évidemment, on s'est aussi appuyé sur le retour d'expérience que l'on a dans le dispositif FRED 21, puisque vous êtes, alors on avait inscrit 250, mais vous êtes maintenant 277 chargeurs engagés. Donc, on s'est aussi nourri de tout ce qu'on a appris des engagements des uns des autres sur les marges de manœuvre que vous avez en tant que chargeur pour réduire votre empreinte carbone. Et enfin, évidemment, les entreprises qui ont participé à l'expérimentation nous ont aussi aidé à réajuster certains aspects du référentiel qui peut-être étaient pas idéal dans sa première mouture, on va dire. Donc voilà quels ont été nos défis méthodologiques. Parlons maintenant du périmètre de ce label, parce que l'idée, comme pour tout label, c'est que toutes les entreprises qui seront labellisées devront être auditées sur un périmètre identique. Et ça, c'est une démarche que nous avions déjà dans le dispositif FRED 21, où on demandait à toutes les entreprises de s'engager à minima sur leur flux aval français, avec évidemment beaucoup d'incitations pour qu'elles prennent un périmètre international si elles ont des flux à l'import-export. En tout cas, pour le label FRED 21, ce qui va être obligatoire, c'est de prendre en compte tous les flux qui sont sous la responsabilité financière du chargeur, avec un point de départ ou d'arrivée en France. Ça veut dire ici que dans le label FRED 21, si vous avez des flux qui arrivent ou qui partent de France, vous devrez les inclure dans le périmètre d'engagement, enfin dans le périmètre de labellisation. Ils seront audités comme les flux franco-français. Il sera possible d'exclure certains flux, mais à des conditions très strictes. Il faudra que ça ne représente pas plus de 20% de la part des achats transport et que l'activité soit vraiment spécifique. On ne peut pas dire j'isole une partie de mes FTL, il faudra que ce soit une activité bien spécifique, par exemple en termes de produits ou en termes de type d'opération de transport pour laquelle vous aurez peut-être des difficultés, soit à récolter de la data, soit à mener des actions. Donc voilà pour le périmètre d'engagement. Évidemment, si vous prenez un périmètre mondial, c'est évidemment tout à fait possible aussi. On vous encouragera là aussi à le faire, comme on le fait pour les engagements volontaires. Alors sur cette diapo, vous avez ce qu'on a appelé la structuration du référentiel du label. Ce référentiel, il est tout à fait accessible et Sophie vous en parlera tout à l'heure, dans la partie un peu plus opérationnelle de ce webinaire. Mais vous verrez donc le référentiel du label FRED 21, il est composé de 7 critères de recevabilité et de 12 critères de notation. Et on a décidé de rajouter un point bonus qu'on a appelé critère bonus sur le sujet notamment de la sobriété transport. Donc les 7 critères de recevabilité, je vous en parlerai tout à l'heure, je vous les présenterai rapidement, on regardera aussi les critères de notation. Pour la partie notation, nous avons défini une échelle de notation de 1 à 4 qui définit finalement pour le niveau 1 un niveau minimum, comme une sorte de seuil à atteindre pour pouvoir être candidaté au label. Et donc le 1, ça va être grosso modo le cas de figure où il y a peu ou pas d'action, où l'action est embryonnaire, on va dire. On peut le dire aussi comme ça. Et le niveau 4 va être évidemment quand on est dans une posture d'optimisation de la pratique. Les 12 critères, ils ont été pondérés de 1 à 4, vraiment pour justement rejoindre l'objectif qu'on a d'avoir un label qui correspond à tous les secteurs d'activité et qui vous permet d'arriver avec vos points forts et vos points faibles en fonction de vos contraintes logistiques aussi, et de votre produit évidemment. Et pour obtenir le label, vous allez devoir, en fonction de ces critères de notation, donc atteindre une note supérieure à 60. Si vous avez en dessous de 60, vous n'êtes pas labellisable. Si vous avez plus de 60% de la note, eh bien vous pouvez avoir le label. Voilà comment
comment est construit la grille de notation. Regardons maintenant en détail donc, les critères d'évaluation que nous avons listés dans ce nouveau label. Vous avez donc en haut de la slide les 7 critères de recevabilité. En dessous, vous avez les 12 critères de notation et le fameux critère bonus sur le thème important de la sobriété transport. Comment transporter moins. Parlons d'abord des critères de recevabilité. Si vous avez donc une flotte de véhicules, c'est ce qu'on va appeler le R1. Si vous avez une flotte de véhicules qu'on a appelée flotte opérée en propre, que vous opérez pour votre compte propre, il sera nécessaire que cette flotte de véhicules atteigne le niveau de performance du label objectif CO2, qui est celui des transporteurs. Donc, ça veut dire que vous devez démontrer que votre flotte de véhicules a une meilleure performance que la flotte moyenne du marché, conformément à un référentiel qui s'appelle HBEFA. Ça, c'est notre critère de recevabilité 1. Si vous n'êtes pas éligible, évidemment, vous passez au suivant. Le suivant porte sur la réalisation de votre bilan gaz à effet de serre obligatoire. Si vous êtes soumis à la réglementation sur les bilans gaz à effet de serre obligatoires, on s'attendra évidemment à ce que, pour candidater au label, vous soyez conforme à cette réglementation, vous ayez fait votre bilan carbone sur votre scope 1 et 2 et qu'il soit publié sur le site de l'ADEME. Ensuite, le point 3, on l'a appelé amélioration continue. Ce que l'on veut, c'est que vous ayez une feuille de route de réduction de votre empreinte carbone. C'est-à-dire que vous puissiez démontrer un état des lieux de vos émissions sur une année achevée, et puis quel est votre objectif à 3 ans, quelles sont les actions associées à cet objectif de réduction. Donc évidemment, quand l'entreprise est déjà engagée dans Fret 21, sur ce point, elle est assez solide puisqu'elle a sa feuille de route. Mais le label Fret 21 est ouvert à des entreprises qui ne seraient pas engagées dans le dispositif, donc vous pouvez tout à fait ne pas être engagé et candidater au label. Mais par contre, il faudra pouvoir démontrer que vous avez bien fait votre bilan carbone sur une période de 12 mois, qu'il est sérieux et que vous le produisiez, et puis que vous avez un objectif de réduction et que vous êtes donc dans une logique d'amélioration continue. Le point 4 et 5, c'est 2 thématiques, le R4 et le R5, relatives à la communication, soit envers vos parties prenantes internes et externes, soit envers vos prestataires de transport. On attache beaucoup d'importance dans le programme, dans le dispositif aussi, évidemment, à la collaboration avec vos prestataires de transport, la logique partenariale. Et donc, il sera décisif que l'entreprise qui candidate au label communique sur son objectif de réduction, en interne, en externe, mais évidemment, auprès de ses prestataires et qu'elle puisse le démontrer. Et puis, pour finir cette partie critères de recevabilité, il y a 2 points qui vont porter plus sur les datas et, on va dire, l'intégration de la dimension carbone dans votre métier, dans le métier du chargeur. Donc, le R6, il s'appelle suivi des données des ordres de transport. Ici, on vous demande de démontrer que vous avez une très bonne vision de vos ordres de transport, que vous savez quel type de transport sont opérés par vos prestataires et que ça se traduit évidemment dans vos systèmes d'information et qu'il n'y a pas de trou dans la raquette trop important et parce qu'on sait que en maîtrisant ces informations, c'est la première brique pour aller construire des plans d'action qui font du sens et mener des projets de réduction de votre empreinte carbone. Et donc, le dernier point, le R7, on l'a appelé schéma de transport. Et là, on vient encore plus près on va dire, du métier de responsable transport, responsable logistique. Ici, ce qu'on veut voir, ce dont on veut s'assurer, c'est que quand vous faites une revue de schéma de transport pour réorganiser vos flux, votre manière de livrer vos clients ou de vous sourcer, pour toutes les décisions que vous allez prendre à ce sujet, on veut s'assurer que le critère carbone est intégré à la décision. Et ça, c'est un gage pour nous de maturité, parce que vous ne prenez plus des décisions en regardant uniquement la réduction de vos coûts, mais vous y intégrez une dimension environnementale.
Voilà, donc voilà pour les exigences, on va dire les critères, pardon, de recevabilité, qui sont en fait les cases à cocher pour candidater au label. Donc on sait qu'on va loin, mais comme on vous l'a dit, on a voulu fixer la barre haut, et un label, c'est évidemment le gage d'une bonne performance, d'une meilleure performance. Donc sur ces critères de 1 à 7, vous allez devoir vérifier que vous êtes bien conforme, et si ça n'est pas le cas, vous laisserez du temps pour vous mettre en conformité, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, pour adapter vos process et répondre à ces critères de recevabilité. Et puis, sur les critères de notation qui sont en dessous, les 12 critères que vous voyez là en couleur un peu bleue, vous allez pouvoir, dans le cadre de... Enfin, en vous rapprochant de l'AUTF et de nous, hein, vous allez pouvoir vous auto-évaluer pour voir dans quelle mesure vous allez vous rapprocher de la fameuse note que je mentionnais tout à l'heure, des 60%. Alors quand je dis vous, j'ai un petit commentaire à ce sujet. Je sais que vous êtes dans les inscrits, on a 50% de chargeurs, on a d'autres profils de participants. Donc essayez de transposer. Quand je dis vous, je parle évidemment à une entreprise qui achète du transport ou qui distribue qui achète du transport, qui soit fabrique et ou distribue un produit. Mais je sais que vous êtes aussi, il y a d'autres personnes qui participent au webinaire. Et vous êtes évidemment les bienvenus pour parler de ce label au plus grand nombre. Donc sur les critères de notation, on va voir dans la slide d'après les thématiques. On a regroupé ces 12 critères par thématique. Je ne voudrais pas me tromper en les citant, mais vous les avez peut-être déjà en m'écoutant parcouru. Des yeux, vous avez l'information CO2, on va regarder les données, la qualité des données distance, la qualité des données poids, donc la manière dont ces deux datas sont maîtrisées au niveau du chargeur. On va avoir la thématique que j'ai mentionnée déjà des achats responsables avec la part des prestataires engagés dans EVE, la manière dont vous intégrez des clauses environnementales dans vos contrats, la manière dont vous pilotez la performance environnementale au quotidien. Donc, ça, c'est pour les 6 premiers critères. On a la thématique des partenariats avec les prestataires de transport aussi, qui revient en N7. Et puis, on va regarder la part des modes alternatifs à la route dans les flux concernés, puis la part des énergies alternatives décarbonées. Et enfin, on regardera la manière dont le taux de chargement est optimisé, qu'est-ce que vous faites de la gestion du vide, est-ce que c'est un sujet qui est travaillé ou pas, et si oui, dans quelle mesure. Et enfin, la manière dont vous collaborez avec vos clients ou avec d'autres chargeurs. Voilà un peu pour le contenu du référentiel. Pour poursuivre là, cette présentation, je vous ai mis ici, alors c'est un tableau que vous retrouverez dans les différents documents qui sont à votre disposition, hein. Ici, vous avez la manière dont les critères de notation sont pondérés dans la grille de notation, et vous retrouvez les thématiques de notation, les grandes thématiques de notation. Donc, si on se les reliste, il y a une thématique générale sur l'info GES, il y a une thématique sur la qualité des données, sur les achats responsables, sur les moyens de transport et l'optimisation des opérations. Et ce que vous voyez sur la droite, c'est donc le poids que l'on a décidé d'accorder aux différents sujets. Vous voyez qu'il y a des sujets qui sont notés 1 sur 3, il y a des sujets qui sont notés 2 et d'autres qui sont notés 3. Et donc, assez logiquement, ceux qui sont pondérés à 3, c'est ceux qui vont vous permettre de rapporter le plus de points, étant donné qu'ils ont un fort impact sur la décarbonation de vos flux. Donc, je vais les illustrer. Je vais en illustrer 3 sur les 4 qui sont au niveau 3 dans les slides d'après, mais vous avez la partie achat responsable, la partie report modal et la partie le N9 sur la part des énergies alternatives décarbonées. Donc voilà comment on vous les présente là un peu plus en détail. Je prends donc le N4 et je prendrai le N8 et N9 pour vous montrer comment, un peu plus en détail, dans le référentiel, on va regarder les choses. Alors sur le thème, le N4, pardon, qui porte sur la part des prestataires qui sont engagés dans EVE, on va étudier le critère en part des tonnes kilomètres. Ça, c'est un premier point qui est assez structurant.
puisque la tonne kilomètre, c'est l'indicateur qui va le mieux représenter l'impact, on va dire l'empreinte de transport du prestataire, prenant en compte la distance et le poids transporté par ce prestataire. Et donc, ce que vous voyez, c'est que le niveau 1, donc sur lequel vous pouvez récupérer, on va dire, le minimum de points, c'est la situation dans laquelle vous avez 30% de vos transporteurs qui sont soit engagés dans la charte objectif CO2 ou bien dans le VCOM, ou bien, plus encore, qui sont labellisés dans le cadre d'objectif CO2. Donc le niveau 1, c'est avoir 30%. Si vous êtes en dessous, ça fait que vous ne pouvez pas candidater au label. Il faut vous laisser peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an pour atteindre déjà ce niveau-là et pouvoir prétendre passer l'audit du label. Et le niveau 4, vous voyez, donne la part belle, on va dire, au label objectif CO2, puisque pour atteindre le niveau 4 et faire partie pour nous, du coup, des meilleures performances, meilleures pratiques, il vous faut 80% de transporteurs engagés avec 40% des tonnes kilomètres réalisées par des transporteurs labellisés. Donc voilà pour ce critère N4. Le critère N8, qu'on voulait également vous illustrer, lui, il porte sur la part des modes alternatifs à la route. Et là, notre approche, ça va être toujours de regarder la situation en part du report modal par tonne kilomètre. Alors, dans les modes alternatifs à la route, on va regarder le ferroviaire, le fluvial, mais aussi les modes actifs comme le vélo, ou bien le report modal maritime pour des flux short sea, des flux courte distance. Et le niveau 1, le niveau minimum sur ce sujet, ça va être de faire un travail de cartographie. Il ne s'agira pas de dire je fais du 100% route parce que changer de mode, c'est pas pour moi, c'est trop cher ou trop compliqué, etc. Il s'agira de démontrer que ça marche pas, ou au moins d'avoir fait une étude qui permet de dire, ok, ce projet-là, je vais peut-être temporiser, je le ferai plus tard, ou j'ai ça et ça à faire pour le mettre en œuvre. Donc c'est notre niveau 1, il vous demandera d'avoir comparé la cartographie de vos flux avec les possibilités de report modal, donc de démontrer que vous ayez étudié le sujet. Et puis, le niveau 4, je ne vous détaille pas tous les niveaux, parce que le niveau 4, c'est quand vous atteindrez 20% de vos tonnes kilomètres réalisées en mode alternatif à la route. Il me reste 2 petites diapos avant de passer la parole à Sophie. Sur ce critère N9, qui porte, lui, sur la part des énergies alternatives décarbonées, on a listé dans le référentiel les énergies décarbonées qui sont prises en compte. Le biogaz, les biocarburants, l'électrique et l'hydrogène vert. On va regarder toujours, même logique, la situation en part des tonnes kilomètres. Et puis, un peu sur la même logique que le critère d'avant, on va d'abord vous demander, pour atteindre le niveau 1, d'avoir une connaissance minimum sur les énergies alternatives, de vous être renseigné sur le sujet, d'avoir réfléchi à quelle solution est plus adaptée à votre organisation. Et le niveau 4, c'est quand vous atteindrez 40% de vos tonnes kilomètres réalisées par un mode alternatif, une énergie alternative décarbonée, pardon. Voilà, donc pour finir cette première présentation du contenu, du référentiel, du label, que vous retrouverez facilement, Sophie vous en parlera après, je vous montre ici des exemples de résultats. Alors vous avez, sous format araignée, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en vrai, mais ça me fait pas mal penser à ça. Vous avez à droite sur la droite une entreprise et les résultats d'une entreprise qui a eu une note de 69, vous voyez la note en bas. Enfin, elle s'est auto-évaluée à 69%. Quand elle a été auditée, elle a eu 71, et puis elle se projette en se disant je peux atteindre 86%. Donc, et vous voyez en fait sur le schéma, vous retrouvez les 11 thématiques sur lesquelles elle a été notée. Et sur la droite, vous avez une autre entreprise. Et vous voyez que, comme on l'expliquait auparavant, chaque entreprise va avoir ses points forts, peut-être des sujets sur lesquels elle va pouvoir progresser. Bon, étant donné le système que nous avons construit,
on considère qu'elles sont toutes les deux dans une bonne performance et donc labellisables dans la mesure où elles ont plus de 60% des points. Voilà pour cette partie-là. Je vais donner la parole à Sophie qui va vous présenter les étapes de labellisation. Merci beaucoup. Alors, tu vas pouvoir te moucher tranquillement, Marlène. Excusez-nous pour ce détail technique, mais qui a son importance, hein, parce que je pense qu'elle avait du mal à respirer, la pauvre. Donc, j'enchaîne sur la partie un peu plus opérationnelle ici de la présentation. Donc, ça s'adresse a priori plutôt aux entreprises chargeurs qui nous écoutent. Donc, le chargeur, hein, je rappelle ce qu'a dit Pierre et ce qu'a rappelé Marlène, c'est bien l'entreprise qui va acheter du transport. Donc, je produis ou je distribue de la marchandise. Pour le transporteur, j'ai bien un autre label qui s'appelle Objectif CO2. On a des similitudes, bien sûr, parce qu'on est dans un même programme global, le programme EVE, mais et comme vous vous en doutez, les leviers ne seront pas les mêmes. De même que pour la charte FRED 21, parce que j'ai vu qu'il y avait cette question, le label FRED 21 est bien en complément de la charte qui existe déjà comme objectif CO2. Donc vous pouvez faire les deux, l'un et l'autre, au choix. A priori, la charte va vous préparer à l'obtention du label, mais c'est à vous de voir et on est là pour vous accompagner là-dessus. Les étapes, du coup, pour le label FRED 21 ressemblent aux étapes de la charte, avec évidemment quelques étapes de plus, comme vous pouvez vous en douter. La première partie, évidemment, c'est l'information. Si je ne sais pas de quoi je parle, c'est difficile d'avancer. Donc, l'AUTF est là pour vous aider sur ce qu'on appelle la sensibilisation et l'adhésion, de la même façon que pour la charte. Ensuite, il y a une phase de préparation pour se préparer justement au label. Est-ce que j'ai les critères évoqués par Marlène? Est-ce que je peux candidater? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Si vous êtes trop loin des 60% requis, c'est peut-être pas la peine de se précipiter sur une candidature. Il vaut mieux préparer un peu le terrain, voire pourquoi pas essayer la charte d'abord. Mais évidemment, si vous arrivez à 60% ou plus, c'est intéressant de candidater. Et vous avez ici les partenaires qui sont là pour vous aider. Donc, EcoCO2, représenté ici aujourd'hui par Marlène à l'écran, et Maëlle notamment à l'écrit. Et puis, vous voyez quelques cabinets référencés par l'ADEME qui accompagnent FRED 21, aussi bien sur la charte que le label. Voilà. Sachant qu'on aura une liste d'auditeurs à présenter dans quelques mois. Pour l'instant, tout ça n'est pas encore ficelé, mais c'est en cours. Donc, des équipes qui sont là pour vous aider. Une fois qu'on a fait cette préparation, vous posez votre candidature au label. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous nous informez que le label vous intéresse. Et à ce moment-là, il y a la phase d'étude de recevabilité. Est-ce que le label peut être audité? Est-ce que le niveau de maturité est suffisant? Le niveau de performance est assez intéressant pour que l'audit soit pertinent? Ensuite, bien sûr, il y a l'audit qui intervient, donc avec l'auditeur indépendant comme indiqué par Pierre. Donc, c'est un auditeur qui n'aura pas accompagné l'entreprise avant. Il arrivera avec un regard neutre pour vérifier que vous correspondez bien, que la performance correspond bien aux critères requis. Et puis, donc, une fois l'audit passé, à ce moment-là, il y a l'étape, évidemment, de délivrance du label qui a lieu lors d'un comité de labellisation, comme on a aujourd'hui des comités pour valider les plans d'action de réduction pour la charte. Et de la même façon, on a un suivi annuel pendant 3 ans. Donc, chaque année, il faudra justifier que le label est bien pertinent pour l'entreprise et ce label est valable pendant 3 ans. Voilà. Et le temps, on va voir combien de temps ça passe. Pour les primo-labellisés, ils faisaient partie, si vous voulez, de la construction du label. Donc, évidemment, ça a été un petit peu plus long. On verra ensuite comment ça va se dérouler, mais plusieurs mois sont prévus. Sur les étapes, on va dire, liées à la partie administrative, donc de la même façon que pour la charte, on a ici des documents qui vont marquer les étapes. Donc, j'ai reçu l'information, je signe l'attestation de sensibilisation. Donc, ça ne vous engage pas, ça dit juste que j'ai bien reçu l'information, que je sais que ça existe, que j'ai compris que le transport de marchandises a un impact carbone. Et ensuite, on a la partie adhésion. Donc, je signe une lettre d'adhésion. Là, ça veut dire que non seulement je sais que ça existe, mais en plus, ça m'intéresse de m'en occuper. Et puis après, on déroule, comme évoqué, la préparation de la démarche. Je regarde les critères,
je regarde si, évidemment, j'ai les critères de recevabilité, j'étudie un peu le potentiel de notation que je peux avoir. Et puis ensuite, bon, vous voyez, je ne vais pas lire la slide, mais vous voyez en gros les étapes qui s'affichent ici. L'idée surtout du label, mais comme ça a déjà été évoqué, c'est de pouvoir mettre en avant une performance environnementale. Donc ça va, autant la charte vous permet de mettre en place un plan d'action, que je sois à 5% ou 30% ou même 40%, parce que je crois qu'on a maintenant une entreprise qui vise 40% de réduction. Le label ne va pas vous demander un objectif précis de réduction. On est plus sur une amélioration continue. Donc j'ai peut-être déjà fait 5, 10, 15, 30% de réduction avec la charte. Je n'ai plus forcément les 5% à obtenir, mais je peux avoir quand même, je peux démontrer une amélioration continue. À ce moment-là, le label est tout à fait pertinent, par exemple. Alors oui, je m'étends un petit peu sur chaque étape, je vais peut-être accélérer un petit peu. Pour préparer cette démarche, hein, pour celles et ceux qui seraient inquiets là-dessus, rassurez-vous, on est là pour vous accompagner, comme pour la charte. Vous avez deux types d'accompagnement, l'accompagnement standard, l'accompagnement approfondi, et de la même façon, l'accompagnement standard est subventionné 100% par le programme, et ce sera fait par un des cabinets qui travaillait déjà avec nous, et EcoCO2 bien sûr. Et ensuite, vous avez la partie accompagnement approfondi ou à la carte, qui là va déclencher un coût, mais qui va aussi s'ajuster précisément à vos besoins. Donc ça peut être aussi bien sur la qualité des données, puisque là, du coup, on part du principe que vous avez des données, mais aussi sur, pourquoi pas, développer plus d'amélioration continue ou aller chercher une meilleure note, passer au niveau 4 plutôt qu'au niveau 1, par exemple. Et puis, donc, vous avez, de la même façon que pour la charte ici, des subventions, que je ne vais pas vous détailler, mais que vous voyez à l'écran, qui sont liées à la taille de mon entreprise et au chiffre d'affaires. Ensuite, pour l'étape demande de label, donc comment ça se passe? Une fois que j'ai préparé la démarche, que je sais que ça m'intéresse, vous avez donc ces trois documents qui vont vous aider, qui ont été présentés par Marlène, la recevabilité, le calcul de la performance, hein, ça va vous permettre de remplir dans un tableau où j'en suis par rapport à ce qui est demandé, et la pondération va être automatiquement réalisée sur cet outil et vous permettre de voir est-ce que je suis à 60% en dessous ou au-dessus. Donc comme je disais tout à l'heure, si je suis à 30 ou 40, c'est pas non plus désespérant, c'est normal, hein, pour ça, le label c'est un peu plus sévère, un peu plus exigeant. On est là pour vous aider à avancer vers le progrès et atteindre 60% ou plus. Si vous avez déjà 80% en faisant ce test de calcul de performance, tant mieux. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, ce sera l'occasion de partager des bonnes pratiques. Donc, vous voyez là hein, les délais pour avancer, sachant que donc la différence ici avec la charte typique du label, c'est que j'ai un audit. L'audit déclenche un coût hein, qui va payer cette journée et demie d'audit. Donc, c'est là que vous avez une différence, notamment sur le coût par rapport à la charte, c'est que je ne peux pas avoir le label de façon 100% subventionné, j'aurai forcément un coût, même si je prends l'accompagnement standard, qui est 100% subventionné, j'aurai de toute façon le coût du label. Cependant, là aussi, le programme vous permet de subventionner une partie du coût de cet audit. Vous voyez ça à l'écran. Là aussi, en fonction de la taille et du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, j'ai l'information, je vérifie que j'ai des critères de recevabilité pertinents, je candidate. Une fois que ça aussi c'est pertinent, j'ai l'audit. Pour avoir plus de détails hein, sur tous ces documents, on a vu des questions là justement dans la conversation à ce sujet, vous avez ces documents en ligne, à la fois pour le référentiel du label, hein, les critères. Pour ce qui est de la notation, on verra ça avec vous au cours justement des étapes sensibilisation, adhésion. Mais les documents référentiels et d'information, ainsi que aussi une vidéo de 3 minutes. Si vous n'avez pas envie de revoir cette vidéo de 45 minutes, sachez qu'il y en a une de 3 minutes disponible. Dans ce monde plus rapide, ça peut être intéressant d'avoir tout en 3 minutes, même si, évidemment, hein, quand on veut plus de détails, il faut se pencher un peu sur la question. 2 rendez-vous à venir.
nous avons le 8 décembre la chance d'avoir plusieurs entreprises qui vont témoigner et que j'ai sous les yeux. J'en profite pour les remercier. Donc, Saint-Gobain, Le Sieur du groupe Avril, Gémeaux, Leroy Merlin et Essity qui vont témoigner de leurs engagements en Fred 21. Et certains parmi eux ont été parmi les primo-labellisés, donc pourront aussi partager leur expérience label et charte d'engagement. Par ailleurs, en 2023, puisque la fin de l'année approche, nous avons les rendez-vous Eve. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le rendez-vous annuel du programme qui rassemble tous les acteurs de la chaîne logistique, transporteurs, commissionnaires et donneurs d'ordre de transport. On se regroupe tous ensemble une fois par an pour notamment une remise des trophées des meilleures performances, meilleures collaborations. Ce sera aussi, bien sûr, l'occasion de mettre en avant le label. Voilà, vous avez effectivement le lien pour vous inscrire à l'événement qui s'affiche normalement sur vos écrans. Donc, le 8 décembre pour écouter des témoignages d'entreprise, le 7 février 2023 pour l'événement Eve. Et puis, je pense que je vais laisser la parole aux personnes qui nous ont écoutés ce jour pour les questions, même si je vois que Maëlle a répondu à beaucoup de questions déjà en ligne, mais peut-être qu'il en reste auxquelles vous souhaitez réagir, Marlène et Pierre. Voilà, merci Sophie. On va maintenant collégialement répondre oralement à certaines questions, en sachant que nous avons tenté, et les modérateurs étaient aussi là pour ça, de répondre à vos premières interrogations formulées par écrit. Ce que je vous propose, c'est de balayer les questions qui ont été répondues et de traiter les questions qui restent en suspens ou que vous souhaitez poser à l'issue de cette présentation globale. Alors, dans l'ordre donc d'apparition en nombre de votes sur les questions. Il y avait une première question qui a reconnu trois votes, qui a recueilli 3 votes, qui était sur l'indépendance des auditeurs. En quoi sont-ils indépendants? Justement, on va déjà sélectionner des auditeurs qui ont à la fois la compétence en matière d'audit et des connaissances du monde de la logistique et du transport. Donc, voilà, une sélection sur dossier, candidature. Ces auditeurs doivent être indépendants de la structure auditée, donc extérieurs à la structure de gouvernance du programme, bien entendu, et aussi qui n'ont pas directement travaillé pour les entreprises qui concourent au label, qu'elles seraient en position d'auditer, pour garantir qu'ils ne sont pas jugés partis dans ce domaine. Voilà, donc on travaille sur l'indépendance des auditeurs et dans le cadre de la gouvernance du label Fred 21, les auditeurs sont sélectionnés par le comité de gouvernance du label Fred 21 sur ces critères-là. Le label s'obtient après quel délai suite à la souscription? Donc, c'est détaillé effectivement dans la procédure de demande. Sophie en a parlé. Voilà, donc il faut compter effectivement un certain temps pour, l'ordre de grandeur est de 3 mois a priori, pour pouvoir passer son label. Là encore, c'est itératif. Vous êtes accompagné dans votre démarche, hein, donc de toute façon, ces briques, on les construit avec vous. Voilà. Mesdames, n'hésitez pas à compléter, hein, Marlène, Sophie, si vous le souhaitez. Donc, c'est très bien. Alors, une question qui a recueilli 2 votes. Si on ne cause pas juste un des 7 critères de recevabilité, on ne peut pas du tout prétendre au label. Oui, effectivement, hein, ça s'est répondu dans le chat. Il faut répondre aux 7 critères, mais il peut y avoir des critères non applicables de par votre configuration, par exemple. Et le plus immédiat, c'est vous ne disposez pas d'une flotte propre, c'est non applicable à ce moment-là.
Donc, vous serez jugé sur 6 critères de recevabilité. Le 7e ne vous est pas opposable. Donc, effectivement, les critères de recevabilité permettent d'aller sourcer les dossiers qui vont être évalués sur les 12 critères d'évaluation globale, après la recevabilité, comme l'a expliqué Marlène. Voilà sur ces éléments-là, mais encore une fois, on peut vous dialoguer avec les consultants de Fred 21, avec la UTF pour vous aider. Et tout ça, ça va être vu en amont. On va vous conseiller dans la démarche. Hein. Vous êtes accompagné, c'est important de le dire. Voilà, attendez voir. Je vois une autre question là, sur le suivi. Je rebondis dessus, parce que comme je l'avais évoqué dans la troisième partie, sur le suivi de l'audit annuel, si ça génère un coût. En fait, tout va dépendre là aussi de ce que vous prenez comme accompagnement. Si vous prenez un accompagnement standard et que vous êtes en capacité de gérer le suivi vous-même en envoyant les données nécessaires, ça vous prendra un coût de temps, si je puis dire. Par contre, si vous pouvez aussi prendre un accompagnement approfondi qui va couvrir les 3 ans. Et à ce moment-là, oui, ça génère un coût, mais vous pouvez voir dès le début comment vous organisez avec le cabinet qui vous accompagnera pour qu'il gère ce suivi avec vous. Mais je crois que c'est quand même, en tout cas pour la charte, de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas une majorité qui prend ce suivi, mais voilà, ça fait partie des options et à vous de voir. Voilà, c'est vraiment à la carte. Et ce qu'on peut clarifier peut-être, c'est qu'il n'y a pas de coût d'audit. Ça, c'est. Oui, c'est une fois pour les 3 ans. L'audit, c'est bien une fois pour le lancement du label, enfin le lancement, pour l'attribution du label, et puis il sera réalisé tous les 3 ans pour renouveler. C'est ça, l'audit est bien valable pendant 3 ans. Donc, le suivi. Alors, plusieurs questions sur les modalités. Peut-être une question déjà sur la notoriété actuelle de ce label. Alors, ce label, on le lance. Donc, en soi, il a un, entre guillemets, déficit de notoriété puisque il porte aujourd'hui sur 9 groupes et un panel, 23 entreprises de ces 9 groupes. Donc, c'est nouveau. Par contre, la notoriété, vous l'avez par le fait que c'est un label du programme EVE et aujourd'hui, EVE jouit d'une certaine notoriété au niveau des acteurs éco-responsables, de la logistique éco-responsable ou les transporteurs engagés et également du dispositif Fred 21 lui-même. Qui, on l'a rappelé, va aujourd'hui impliquer environ près de 300, on frise les 300 maintenant, entreprises engagées volontaires dans Fred 21. Donc le label Fred 21 jouit de la notoriété du programme EVE et également de la notoriété du dispositif Fred 21. Voilà. Et peut-être préciser que l'objectif, c'est qu'à fin 2023, on ait 40 entreprises labellisées. Voilà, donc vous êtes évidemment les bienvenus pour rejoindre le label, même si je pense que c'est bien parti. On a une question en lien avec Ecotransit, attends, j'arrive pas à la retrouver, qui nous demande, je crois on n'y a pas répondu encore. Oh, je l'ai perdu, du coup. Ecotransit ou Ecovadis? Ecovadis, pardon. Ecovadis. C'est la plus récente. Une question sur le fait qu'on parle de label universel, mais comment on appréhende des engagements plus larges en termes de supply chain. Alors justement, la personne mentionne Ecovadis, qui est plutôt un outil pour venir noter la performance RSE d'une entreprise dans une logique de supply chain, dans le sens où vous pouvez, en tant qu'entreprise, vous faire évaluer puis partager votre note avec vos clients. Et Ecovadis va travailler sur l'ensemble des thématiques de la RSE. Sur Fred 21, on est uniquement sur le critère carbone. Et je dirais qu'on va vraiment dans un niveau de détail plus fin, dans le sens où, dans Ecovadis, on va vous demander sur le critère carbone quelles sont vos actions. On va noter, regardez si vous avez un objectif de réduction, mais
on ne va pas regarder quelle est votre maturité et on ne va pas venir noter votre performance spécifiquement. Donc, on est vraiment dans une logique un peu différente, qui est évidemment complémentaire, hein, mais qui est un peu différente. Et on pense aussi que ce label, il est à notre connaissance unique au monde. Dans le sens où on n'a pas trouvé, dans notre veille, évidemment, quand on crée un projet comme ça, on fait un travail de veille en amont, on n'a pas trouvé de démarche identique qui vient vous proposer une échelle de notation des pratiques pour récompenser les meilleures performances. À notre connaissance, elle n'existe pas. Et puis pour compléter ce qu'a dit Marlène rapidement, on a plusieurs exemples d'entreprises qui ont pu augmenter leur note EcoVadis justement en démontrant leur engagement Fred 21 dans la partie transport qu'EcoVadis regarde. Voilà, ça faisait des bonus dans la note globale EcoVadis. Oui, je pense que c'est important. Il ne faut pas opposer les dispositifs. Le label Fred 21, comme le souligne Marlène, est centré sur les aspects de logistique transport, décarbonation certes, mais aussi maîtrise de l'énergie, puisque EVE est un programme de certificat d'économie d'énergie, même si dans le transport, l'énergie est essentiellement carbonée, mais il faut le dire que c'est aussi une économie globale. Et il y a d'autres paramètres qui sont pris en compte. Par contre, comme le souligne Sophie, c'est finalement la labellisation Fred 21, comme elle traite de la logistique éco-responsable, elle va alimenter la notation globale EcoVadis et vous permettre d'augmenter sur les aspects logistiques, d'augmenter votre notation EcoVadis. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je voudrais souligner un point, ça a été dit, mais j'insiste. Il y a aussi une cohérence au sein des deux dispositifs de Fred 21 aujourd'hui, l'engagement volontaire et le label. Nous conseillons, même si ce n'est pas un dogme absolu, de passer par l'étape d'engagement volontaire pour se frotter aux outils et aux plans d'action qui vous permettent de réaliser vos engagements de décarbonation de votre logistique pour ensuite envisager le label. Vous pouvez quand même prendre un raccourci et passer directement au label Fred 21, mais l'expérience peut montrer que ça nécessite quand même une certaine agilité pour être dans les 7 critères préalables et s'engager dans les 12 éléments. Donc, nous conseillons quand même un passage par l'engagement volontaire et après basculer sur le label. On a une personne qui demande si... Vas-y, je t'en prie. Si tu l'as vu, la question sur l'audit sur site. Oui, ben vas-y Marlène, puisque c'est toi qui l'as mis en évidence. Ouais, on l'a dit, on l'a peut-être pas dit, mais c'est évidemment sur site, ouais. C'est pas un audit documentaire, il y a bien une journée minimum avec un auditeur chez vous pour venir confronter vos pratiques à vos déclarations. Absolument, c'est important de le préciser. Voilà. Et je vois une question aussi sur le périmètre. Peut-être que vous souhaitez la prendre en direct, Monsieur Devim, sur justement un engagé Fred 21, justement, qui nous demande si ça comprend les transports amont pour les achats. Marlène. Bah, en principe, donc c'est ce qu'on disait sur le périmètre d'engagement, c'est à partir du moment où vous avez la responsabilité financière. Donc, si vous n'avez pas de responsabilité financière, sur une partie du flux, eh bien, ça sort de votre périmètre d'engagement. On ne va pas vous demander de mener des actions sur les flux qui ne sont pas sous votre responsabilité financière. Voilà, il est 11h59. Magnifique. Juste pour vous rappeler que les questions que vous avez posées, nous allons nous atteler à y apporter une réponse. Donc, vous aurez réponse à vos questions. Et il me reste également à vous remercier pour votre participation webinaire.
Voilà, et vous avez des informations utiles, donc les contacts, le site Eve, où vous aurez toute la documentation utile pour vous engager à nos côtés dans ce superbe label Fred 21 qui va gagner, nous l'espérons, en notoriété. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Et merci à toi, Pierre. Merci, Sophie. Merci, Maëlle, qui était derrière. Maëlle Plancheneau, Gilles Doat, qui faisait la modération. Voilà, à nos équipes de modérateurs. Et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.